Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Un point lecture des 4 derniers mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai lu que 6 bouquins en 4 mois. Voilà, hein, quand je vous disais que ça piquait, c'est que ça pique hein, sur Voilà, sur à quel point je lisais en 2021. Du coup, il est tout à fait possible que pour certains des bouquins, mes souvenirs soient assez vagues. Non pas parce que ça n'a pas été bien, mais parce que c'était une bonne lecture, mais que c'est pas quelque chose, vous voyez, genre qui vous transcende. Mais je trouve que c'est aussi bien, des fois, de vous parler des bouquins des mois après. C'est là qu'on se rend compte si vraiment la lecture elle a été incroyable, ou si elle nous a marqué, en bien, en mal, ou pas du tout. Et je trouve ça intéressant, parce qu'on peut avoir des bonnes lectures sur le moment et qui soient assez oubliables au final. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, parce qu'il y a quand même 6 bouquins. Et on va commencer par le seul livre, je crois, que j'ai dû finir au mois de septembre. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Vous savez que j'avais été un petit peu mécontente de la maison d'édition de Saxus, qui s'est un peu repris depuis. Bon, c'est pas parfait, mais je m'étais dit, je continuerai à acheter chez eux, notamment les suites de saga que j'aime bien. Il y en avait notamment une, c'est The Bonne Season, que j'ai toujours pas lu le tome 2 et j'ai pas encore acheté le tome 3. Et je m'étais dit, mais je vais pas en commencer de nouvelles. Et ce livre-là, à la base, il m'intéressait pas, et puis à force d'en entendre parler, pour le coup, ça m'a donné envie. Et je me suis dit, bon, c'est un one-shot, donc, voilà, je me lance pas dans une nouvelle saga chez des Sexis de Saxus qui potentiellement pourrait me décevoir par la traduction, etc., etc. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je crois, dans la foulée ou quasiment, et j'avoue que ça a été une très très bonne lecture. Je trouve que c'est une lecture un peu doudou, vous voyez, c'est-à-dire que, alors, elle va aborder des thématiques, notamment autour de la différence des autres, donc la tolérance, le fait que les monstres, c'est pas toujours ceux auxquels on pense, euh, comment s'occuper d'enfants différents, etc., etc. Il y a de beaux messages autour de, voilà, de la notion de la différence et de la peur des gens, en fait, autour de cette différence, et de comment faire pour que les gens qui ont peur, en fait, c'est surtout une méconnaissance, hein, principalement, et comment faire pour que du coup ils n'aient plus peur, etc., etc. Enfin bon, il y a des jolis messages là-dessus. Et puis il y a quand même une petite histoire d'amour qui prend pas trop le pas sur le reste, mais qui est quand même présente, et une histoire d'amour entre deux hommes qui est trop mignonne. Vraiment très mignonne, mais qui en même temps, je trouve, est assez bien faite, parce que et ben en fait, finalement, sans qu'on se rende compte sur le moment, elle aborde des thématiques autour du lâcher prise, voilà, d'une rencontre qui est pas prévue, d'un amour naissant qui est un peu rejeté, notamment par un des deux hommes. euh, et puis du coup, parce que il faut que l'un comme l'autre lâche prise, s'expose, pour que ça puisse fonctionner, parce que finalement, cette histoire d'amour, bah, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver. Enfin voilà, c'est à la fois très mignon, et en même temps, voilà, ça pose vraiment la question bah, des fois, pour avoir accès à des jolies choses, il faut savoir lâcher prise, et c'est pas simple lâcher prise, croyez-moi. Je sais, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman. C'était une jolie lecture, très sincèrement. Carrément un bouquin que je pourrais relire un jour où j'ai besoin d'un roman un peu doudou. C'est un roman assez jeunesse, mais en même temps, on ne suit pas le point de vue des enfants, on est vraiment sur le point de vue de Linus Baker, qui est donc l'homme qui en fait est une sorte de contrôleur des orphelinats, des enfants qui ont des pouvoirs, etc. Et en fait, il va être envoyé en mission dans un orphelinat assez particulier, sur une île, donc voilà, où on va lui demander vraiment de s'assurer que un des enfants n'est pas un danger pour les autres enfants, mais aussi pour tous les gens aux alentours qui vivent avec eux, ou dans le village à côté, etc., etc. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai trouvé très intéressant du coup d'avoir ce point de vue de cet homme qui est un homme très renfermé sur lui-même, très sérieux, très rigide, très très rigide, et en fait qui se rend vite compte que, enfin non pas vite, non, qui, qui va d'abord être complètement braqué vis-à-vis de comment ça se passe dans cet orphelinat,
parce que ça suit pas du tout les procédures, c'est pas du tout réglementaire, etc., etc. Il est très coincé, très très coincé, et on voit au fur et à mesure du temps que il va se décoincer, mais au début un peu contre son gré, parce que finalement il en a pas envie, mais ça vient un peu naturellement, et puis au fur et à mesure, il va se rendre compte que finalement ce en quoi il a toujours cru, bah c'est pas que c'est pas bon, c'est peut-être que c'est mal fait. Et ouais, j'ai trouvé que les thématiques étaient très intéressantes, et vous pouvez carrément les transposer en France, au système scolaire français, au système aussi auprès des enfants handicapés, hein, à quel point il n'y a rien ou pas grand-chose pour les aider, etc., etc. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Donc, je vous le conseille. Très sincèrement, je vous le conseille. Voilà, moi, bon, vous avez pu voir que j'ai pris le hardback, mais moi, j'avoue que chez De Saxus, pour le coup, quand j'achète chez eux, je profite à fond et je prends les hardbacks parce que je les trouve très très beaux. Enfin, voilà, les paperbacks sont très bien, hein, mais j'avoue que je préfère les hardbacks chez eux. Voilà. Je rentre complètement dans leur truc marketing, mais bon, que voulez-vous, on peut pas être parfait. Voilà. Ensuite, au mois d'octobre, ouais, ceux-là, j'ai dû les lire fin octobre, début novembre, à la période d'Halloween. J'ai lu plusieurs petits romans, carrément on pourrait dire, je pense, des novellas. D'ailleurs, je pense que ces deux-là sont dans la collection de novellas du Chat Noir. Celui-là, ben, clairement, c'est une petite histoire, mais c'est pareil, c'est tellement court que je pense qu'on peut dire que c'est des novellas, voilà, des romans courts. Donc d'abord j'ai lu ce tome 2, donc c'est Le mystère du tramway hanté, donc c'est le tome 2 de la saga. Elle a un nom la saga, je vous jure. J'avais lu le premier tome qui s'appelait Les tambours du dieu noir, où il y avait deux nouvelles en fait. Il y avait Les tambours du dieu noir et L'étrange affaire du djinn du Caire. Mais il y a, je crois qu'en tout cas sur Livre Addict, il y a un nom à cette saga. Mais bon, bref, peu importe. Donc j'ai lu Le mystère du tramway hanté de P.J. Lee Clark. C'était sympa. Franchement, c'était une bonne petite lecture. On est sur de l'enquête paranormale, toujours en Égypte, hein. Ouais, c'est ça, en 1912. C'était cool parce que finalement, sur le premier que j'avais lu, c'était justement la nouvelle en Égypte à cette époque que j'avais préférée avec c'était une sorte de ministère des affaires paranormales, un truc comme ça. Et là, on retrouve en fait, enfin, on se retrouve toujours en Égypte à la même époque, mais avec un autre personnage, un autre enquêteur. Et donc, c'est une petite enquête, voilà, là pour le coup. C'est les agents du ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Voilà. Et donc, voilà, on nous dit, tandis que dans les rues du Caire, les suffragettes revendiquent haut et fort le droit de vote, l'agent Ahmed Nasr et son nouveau partenaire, l'agent Hansi Youssef, devront délaisser les méthodes conventionnelles et faire appel à des consultantes inattendues pour comprendre la nature du dangereux squatter de la voiture 015 et pour le conjurer. Voilà. Je vous avoue que là, actuellement, j'ai pas grand souvenir de cette histoire. Donc je pense que c'était une très bonne lecture sur le moment. Ça se lisait bien, c'est court, c'est assez addictif, c'est de l'action, c'est une petite enquête. Mais à long terme, ouais, j'ai pas franchement de souvenirs. Alors que j'ai un peu plus de souvenirs des deux premières nouvelles de l'auteur que j'avais lues pourtant il y a un peu plus longtemps. Mais bon, c'est pas très grave. Je le prends. Moi, je me dis que c'est pas grave si j'en ai pas un grand souvenir. Parce que du moment que je me rappelle avoir passé un bon moment, c'est le principal. Parfois, on cherche juste quelque chose qui va être dans la durée, alors que ben, un moment de bonheur et de contentement court, mais entre guillemets intense, des fois, ben, c'est pas plus mal. Voilà. Je parle de lecture, hein, pour le coup. Bref, donc voilà, donc ça reste une petite saga que je vous conseille si vous aimez les enquêtes un peu paranormales. N'hésitez pas, en plus vous pouvez carrément lire celui-ci avant d'avoir lu l'autre tome avec les deux petites nouvelles, mais c'est mieux pour le coup si vous avez lu le premier. Et je crois qu'il y a un troisième tome qui existe, mais pas encore sorti en France, je crois. À voir donc quand est-ce qu'il sortira, mais je lirai la suite, ça c'est clair, parce que comme je vous dis, c'est un moment sympa sur le coup.
Même si j'en garde pas des grands souvenirs, ça me dérange pas. Puis en plus pour la taille, je pourrais carrément les relire plus tard. C'est pas un souci. Et ensuite, j'ai lu deux romans courts chez les éditions du Chat Noir. Je vais vous montrer qu'une seule des deux couvertures. Je vous explique pourquoi. Pour un de ces romans, la couverture, elle est assez... comment dire, elle peut être assez perturbante. C'est vrai que moi, j'y avais pas pensé. Je l'avais présentée sur Insta en stories et on est venu me voir en me disant il y a des personnes pour qui effectivement c'est assez, comme on dit, trigger. Donc vous savez les trigger warnings, voilà. Parce que tout simplement ça représente des pendus. Hein, vous verrez, hein, allez voir sur le site du Chat Noir, vous verrez la couverture. C'est une couverture avec un grand arbre et plusieurs personnes pendues à l'arbre. Voilà. Elle est assez glaçante cette couverture pour le coup, hein, vous vous trompez pas de thématique hein, quand vous lisez ce bouquin. Je vais commencer à en parler. Et effectivement, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit carrément compliqué à voir ce genre de couverture. C'est une nouvelle... alors, je vous le montre comme ça. Non, mais c'est une nouvelle, donc ça s'appelle Quand vient le dégel de Jason Robert Ducharme. Voilà, donc je vous laisse vraiment... Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir la couverture. Comme ça, pour ceux qui veulent vraiment voir et qui disent oui, moi ça me dérange pas, vous pourrez aller voir. Et pour ceux que ça dérange, comme ça vous ne la verrez pas. On est sur l'histoire d'une femme qui en fait va partir à la recherche de son fils qui a disparu et qui serait parti en fait. Elle est persuadée qu'il est parti dans une forêt particulière en Nouvelle-Angleterre qui est connue parce que les gens se suicident dedans. Voilà. Et elle pense que son fils en fait veut se suicider là-bas. Donc elle, son but, c'est un peu le but d'une mère, d'une mère qui est désespérée, c'est d'empêcher son fils de faire une connerie. Voilà. Cette histoire, attention, elle est violente, elle est choquante, et autant il y a quand même, on va dire, des thématiques derrière le roman, où c'est marqué horreur, suicide, troubles mentaux, autant je trouve quand même qu'il manque... Enfin moi, il m'aurait manqué un trigger warning qui est celui de violences faites sur les enfants. Quand on connaît, voilà, quand on connaît mon propre vécu vis-à-vis de Noé, vis-à-vis de ça. Bon, après c'est court, mais voilà, ça a été quand même un petit peu compliqué sur le moment. Mais bref. Du coup, c'est un roman très court, très prenant. Je trouve qui est assez... Alors moi, du ressenti que j'ai, et je suis pas une grande experte des troubles mentaux, mais j'ai trouvé que c'était assez crédible dans la façon dont sont traités enfin, en tout cas le trouble mental présent dans ce roman. Voilà, c'est glaçant en fait, c'est horrifique dans le côté glaçant de la chose. Et en fait l'auteur s'est inspiré, vous savez, de la forêt japonaise, où effectivement, hein, qui existe réellement, où il y a beaucoup de monde qui va là-bas pour se suicider, voilà. Donc il s'est inspiré de cette forêt-là, mais voilà, c'est une forêt qu'il a mis en Nouvelle-Angleterre, voilà, dans les montagnes blanches. Il y en a qui disent qu'elle est émouvante. Elle est émouvante cette histoire. Enfin, il y en a qui disent. Là, je vois derrière un avis. Elle est émouvante, mais elle est choquante, quoi. Elle est glaçante. Elle est... Voilà, je vous conseille pas de lire ce bouquin si vous n'êtes pas dans un bon mood. Je pense qu'il faut vraiment le lire en toute connaissance de cause sur le fait que ça va vous remuer de l'intérieur. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Voilà. Après, je regrette pas de l'avoir lu, et c'est une bonne lecture, mais c'est vrai que je trouve que quelques petits trigger warnings pour le coup n'auraient pas été de refus. Certes, c'est bien, je trouve qu'il y ait trois, trois petites thématiques derrière, là, vous les voyez, les 3 points. En même temps, la personne qui était venue me voir en message privé m'avait dit, bon, rien que la couverture en elle-même, tu te doutes que ça va parler de suicide, hein, ça c'est sûr, et que du coup, voilà. Mais c'est vrai que là, il manque, je vérifie, hein, histoire de dire
Je vérifie qu'il n'y a pas de trigger warning, mais non, je crois pas. En plus, je crois bien que... En plus, sincèrement, même si vous disiez, bon allez, si c'est que la couverture, je regarde pas la couverture, mais à l'intérieur, il y a aussi tous les intitulés de chapitres qui sont toujours avec l'arbre et les pendus, donc voilà, faut pas craindre effectivement les personnes pendues. Je rigole, mais je rigole pas, hein. Enfin voilà quoi, mais bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur dit, dans la note de l'auteur au tout début, il dit qu'en fait, lui, il avait le souhait d'écrire cette novella, pour, en réponse à une certaine appropriation culturelle d'une tragédie qui trouve, voilà, qui trouve, qui a négligence en fait, c'est que il trouve que justement vis-à-vis de la forêt au Japon, en fait les gens ont surtout fait du sensationnel pour faire du sensationnel. Moi j'ai souvenir qu'il y avait un grand youtubeur américain, je crois que c'est Logan Paul ou son frère, enfin c'est un des deux là, qui était allé et qui s'était filmé là-bas avec un mort à côté de lui et il y a eu beaucoup de films et tout qui ont surfé sur la vague horreur. Et il dit en fait que lui, ce qu'il trouve dommage, c'est que du coup, ça a mis complètement de côté le fait que les gens viennent se suicider, donc ils sont mal, qu'ils ont un trouble mental, qui est en règle générale la dépression, ou en tout cas bien d'autres choses qu'ils ont vécues. Et ça invisibilise en fait tout le côté autour justement des troubles mentaux ou du vécu de ces personnes qui ont pu mourir là, etc. Pour faire du sensationnel. Donc moi je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé en tout cas pour justement remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire vraiment axer son histoire sur cette partie-là et pas sur le côté sensationnel du truc. Voilà. Bref, je vous conseille si vous n'êtes pas justement effectivement ennuyé par les thématiques du suicide et de violence, et notamment violence sur enfants un petit peu quand même. Alors c'est pas tout le long du bouquin, mais il y a quand même des passages, voilà. Et sur la question des troubles mentaux, mais vraiment dans un contexte de crise. Voilà, vraiment dans un contexte de crise, pas dans un contexte on voit au quotidien quelqu'un qui a un trouble mental. Non, vraiment dans un contexte de crise. Voilà. Et le deuxième roman que j'ai lu, donc dans la même collection, et cette fois je peux vous montrer la couverture, très très belle, soit dit en passant, c'est Lullaby de Cécile Guyot, donc voilà, toujours dans leur collection Novella. Et on nous dit, voilà, au niveau des thématiques, on nous dit psychiatrie, émancipation féminine et onirisme. Et effectivement, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va se faire interner dans un hôpital psychiatrique pour femmes dans les années 20, voilà, aux États-Unis, parce qu'en fait, elle dérange notamment parce qu'elle écrit des histoires un peu horrifiques, mais surtout parce que ses parents vont tomber sur son journal intime où elle parle un peu de ses sentiments envers une autre jeune fille. Voilà. Donc là, pour le coup, ça aborde aussi la thématique de l'homosexualité dans ces années-là, qui n'est pas franchement approuvée, vous voyez. Hein. C'était une jolie histoire. Voilà. Je ne saurais pas vous en dire grand-chose de plus. Je l'ai trouvée très sympa, très jolie. Ça m'a plu vraiment. Elle est aussi touchante et émouvante, cette histoire. Mais c'est vrai que je suis pas certaine qu'à long terme, j'en garderai un grand souvenir non plus. Voilà. Pour autant, je trouve que voilà, que c'était un bon moment à passer et qu'encore une fois, ça abordait plutôt bien la thématique, notamment de... Alors là, pour moi, ce qui était surtout abordé, principalement parce qu'il y a un côté très fantastique dans cette histoire, ce qui est surtout abordé, en fait, pour moi, c'est la question comment dire, de l'internation. Non, l'internement. 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 De l'internement forcé de ces jeunes filles qui, en fait, en réalité, parfois avaient absolument pas de troubles mentaux. Ça allait être parfois des jeunes filles qui allaient tomber enceintes ou qui avaient un petit retard mental et qui gênaient, ou de manière générale qui gênaient, voilà, qui gênent quoi qu'il en soit. Dans l'histoire, on a une jeune femme en fait qui en fait est mariée, c'est son mari qui l'a fait interner parce que c'est quelqu'un qui milite pour les droits, ouais, avoir plus de droits au niveau des femmes.
enfin pour les femmes et voilà, en fait, elle dérange, elle dérange. Et c'est plus ces thématiques-là, qui abordaient plus qu'en soi les troubles mentaux. C'est vraiment plus, voilà, le fait qu'il y a eu un moment donné où, enfin un moment donné pendant longtemps je pense, où les hommes en fait, ils se débarrassaient juste des femmes, de cette manière-là pour éviter parce qu'à un moment donné le meurtre, c'est pas cool, mais plutôt que de tuer les gens et si on enfin les femmes et si on les internait pour dire qu'elles sont folles. Donc c'est vrai que des fois c'est encore quelque chose qu'on voit de nos jours quand les mecs vous disent: «Ah moi mon ex c'était une folle». Toujours facile de faire passer les femmes pour des folles, c'est jamais leur faute, hein, et dès que ça pose souci, bah, les femmes sont folles. C'est un peu, quelque chose qui reste de cette, croyance que les femmes sont toutes hystériques, vous voyez? Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien abordé, voilà. Mais vraiment on est pas tant dans dans la traite du sujet des troubles mentaux, on est vraiment plutôt sur la traite de l'abus, d'internement de ces femmes à cette époque, et voilà. Et après c'est très, très court, hein, donc c'est pas ultra détaillé, mais j'ai trouvé ça pas mal. Hem, ça donne, comment dire? C'est, un peu dans la même veine. Alors, je compare pas, hein, mais en tout cas, dans la thématique, c'est dans la même veine que Le Bal des Folles. Voilà. Si vous l'avez lu ou si ça vous donne envie, voilà, c'est un peu dans la même veine, au niveau, enfin, en tout cas, au niveau de la thématique, oui, effectivement, c'est dans la même veine. Voilà. Avant de vous parler de ma dernière lecture de l'année, je vous parle d'un roman que j'ai lu en e-book, qui était le tome 2 des prières, alors les tomes 2 des aventures ou des enquêtes de Alan Lambin, ça doit être comme ça. Donc ça s'appelle Les prières de sang de Jean-Marc Desnaux, que j'ai lu pour Halloween, qui était une très bonne lecture. Je me suis un peu fait pipi dessus, à des moments, mais parce que moi je suis une grosse flippette, et que du coup j'étais obligée de le lire bien la lumière allumée alors que c'était un e-book, donc moi j'aime bien lire les e-books, complètement dans le noir. J'ai l'impression d'être complètement immergée dans l'histoire, vous voyez? Sauf que quand vous lisez un truc un peu horrifique, un peu paranormal, bah, le moindre bruit, le moindre truc, il y a eu une fois où j'étais à fond dedans et tout d'un coup, j'ai un des enfants qui a pleuré, donc en plus, j'ai le babyphone qui s'enclenche, donc le son arrive d'un coup avec un pleur d'enfant, je vous raconte pas. J'ai sursauté. Oh mais j'ai fait au moins 3 arrêts cardiaques, je vous jure. Hem, Dans les prières de sang, en fait, on a notre enquêteur, Alan, Lambin, qui part, rencontrer une jeune femme qui l'a appelé et qui lui dit qu'il se passe des choses étranges, que sa maison est hantée, enfin voilà, tout ça, qu'elle, elle a vraiment cherché toutes les explications, plausibles et qu'elle les trouve pas. Et en fait, il va se retrouver dans un truc, beaucoup plus gros que ce qu'il pensait, parce qu'au début, il se dit: «Ouais, bon». En fait, c'est vraiment ce que j'ai apprécié vraiment dans ces enquêtes-là, c'est qu'on n'est pas sur un mec qui dit: «Ah oui, oui, il y a des fantômes», tout de suite, quoi. En fait, le mec, d'abord, il déconstruit le truc en disant: «Est-ce que vous êtes sûr, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement? Est-ce que vraiment vous pensez que c'est des fantômes? Est-ce que, quand ils sont en famille, dans le premier tome, c'était comme ça, c'est une famille, il se dit: "Bon, est-ce que c'est pas entre eux qui créent une sorte de peur collective?" Et cetera, et cetera. Et forcément, vous vous doutez bien qu'à chaque fois, effectivement que non, et il y a bien quelque chose. Et dans cette histoire-là, ça va regrouper avec, l'histoire en fait, d'une armoire qu'elle a achetée, dans une vieille abbaye, et tout viendrait de cette armoire. Donc en fait, lui, il va ensuite, avec son assistante, il va essayer de comprendre pourquoi enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il va trouver quelque chose dans cette armoire et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi du coup, pourquoi il y a tout ça qui se passe? D'autant plus que la jeune fille, en fait, qui est enceinte va tomber dans le coma, et que, les choses pressent parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du paranormal vis-à-vis de son état de santé et il faut qu'il enquête et qu'il comprenne ce qui s'est passé dans cette abbaye, longtemps auparavant et franchement, c'était pas mal. Non, j'aime beaucoup, 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 je vous l'ai déjà dit, dans mon bilan, je vous ai dit que le tome 1, donc la Maison Bleue Horizon, ça avait été vraiment une des meilleures lectures que j'avais pu faire en 2021. Hem, c'est des lectures qui quand même me restent, parce que la Maison Bleue Horizon, j'ai dû les lire cet été et je garde bien l'histoire en tête. Heu, ça reste, alors ça fait un peu peur, forcément, c'est un peu horrifique, mais c'est pas non plus trop abusé. On est vraiment sur des enquêtes, où je trouve que l'auteur sait très bien doser les moments d'angoisse qui montent, de suspense,
Et ouais, je trouve qu'il gère vraiment bien son exercice, on va dire, de style qui est, d'écrire des enquêtes paranormales comme ça. Moi, je sais pas s'il y en a beaucoup qui existent, ce genre de bouquins-là, mais en tout cas, c'est clair que j'accroche complètement. J'aime beaucoup en plus, le personnage principal qui est Alan Lambin, et aussi son assistante. Voilà, je trouve vraiment que c'est un duo, qui fonctionne bien et si vous aimez un peu les enquêtes comme ça, alors déjà je pense que si vous aimez un peu le Cozy Mystery, ça peut vous plaire, parce que c'est un peu le principe du Cozy Mystery, mais en version paranormale, donc avec un peu de suspense et compagnie. Moi je pense que ça peut vous plaire. Je pense que ça peut vous plaire. Après, si vous êtes des méga grosses flippettes, soit vraiment c'est histoire de vous faire un petit peu peur, soit vous lisez ça comme moi en journée. Vous évitez de lire ça le soir. Pour ce tome-là, j'ai pu le lire le soir, mais la lumière allumée. Oui, écoutez, je suis une fragile, hein, d'accord. Mais le premier tome, j'avoue que je m'étais mise à le lire qu'en journée. Alors, ça enlève un petit peu de l'ambiance, mais en même temps, s'il y a trop d'ambiance, je peux plus dormir derrière. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait très peur, moi, tous ces trucs paranormaux. Je vais pas dire que j'y crois, j'en sais rien, peut-être qu'au fond j'y crois, mais je suis très impressionnable. Voilà, moi, vous me faites regarder un film d'horreur, j'en rêve pendant des semaines et des semaines et des semaines. Euh, Vous savez quand même que je pense que ça m'a duré bien 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais, c'est ça, pour arrêter de regarder dans les coins s'il n'y avait pas la dame au cou tordu quelque part. Et pour ceux qui voient, c'est lié à la série The Haunting of Hill House, qui est une très bonne série que j'ai beaucoup aimée, mais cette dame au cou tordu m'a traumatisée. Voilà. Et vraiment, je suis très très impressionnable. Donc c'est vrai que, voilà, moi, ce genre de bouquin, si vraiment ça me fait très peur, comme le premier tome, je vais le lire en journée. Et en fait, du coup, je suis pas dans une ambiance où la crainte s'installe. Et donc, du coup, même le soir, en général, j'y pense pas trop parce que je vais lire autre chose ou je vais me coucher. Enfin, bref, voilà, tout ça. Et sinon, voilà, comme ce tome 2 qui fait peur, mais qui est peut-être pas autant que le premier. Je peux le lire le soir, mais voilà. Faut pas venir me faire boue en pleine nuit, quoi. Tout simplement. Rani, il a fait à un moment donné, je lui dis franchement, si je dors pas, je t'empêche de dormir aussi. Mais vraiment, je peux que vous conseiller, c'est chez les éditions Marathon. C'est une toute petite maison d'édition. Jean-Marc Desnos, c'est pas un auteur connu, et pourtant, je trouve vraiment que c'est une saga qui mériterait d'être connue et d'être beaucoup plus lue. C'est vrai que moi j'ai découvert avec le PLIB, hein, parce qu'il avait été présélectionné au PLIB avec la Maison Bleue Horizon, et puis ensuite également les Prières de sang, je crois, quasiment tous les ans, parce que finalement c'est des enquêtes que vous pouvez lire indépendamment, mais moi je vous conseille vraiment de commencer par la Maison Bleue Horizon, enfin de les lire d'un point de vue chronologique. Je pense que c'est mieux parce qu'il y a un petit fil conducteur, mais vous pouvez les lire indépendamment les unes des autres. Et effectivement, je remercie le PLIB. Quand je dis le PLIB, c'est pas les organisatrices, hein, parce que nous on n'y peut rien, mais je remercie finalement ce prix parce que et les gens qui ont, comment dire, qui ont voté pour ce roman-là, pour ces romans-là, parce que ça m'a fait, enfin, vraiment le PLIB, ça fait faire des super découvertes. Je vous jure que c'est vrai. Euh, Parce que finalement, on peut avoir l'impression de lire beaucoup d'auteurs francophones, c'est pas toujours le cas. Et souvent, on lit toujours les mêmes, ceux qu'on connaît le mieux, ceux qu'on connaît le plus, ceux qui ont les plus belles couvertures, qui sont édités par des maisons d'édition un peu plus grandes, etc. etc. Donc, ouais, sur ça, c'est cool. C'est cool. Franchement, surtout que c'est vrai que cette saga, autant le tome 1, ça va, mais autant le tome 2, et je crois même les autres tomes, les couvertures, c'est pas celles qui vont le plus vous donner envie de les lire, mais sincèrement, allez au-delà des couvertures. Vraiment, vraiment. Et puis je vais finir, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle, mais bon bref, c'est pas grave, c'est un point lecture. Je vais finir avec ma dernière lecture de l'année, qui est aussi une lecture du PLIB d'ailleurs. Alors il n'est pas du tout dans les 25 sélectionnés de cette année, il était dans les 80 présélectionnés, mais je l'avais acheté avant et je voulais le lire de toute façon. Il s'agit du Chien du forgeron de Camille Le Boulanger chez les éditions Argile. Donc j'ai découvert en même temps Camille Le Boulanger et les éditions Argile. La couverture est très très belle, elle est un peu en relief là comme ça.
On est sur de la fantaisie. Moi j'ai adoré, voilà, déjà j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. On est sur un livre de fantaisie où on a un conteur qui raconte la vie du chien du forgeron, qui est en fait un personnage adulé par les personnes de l'époque. Alors je sais pas si on nous dit une époque particulière, mais comment dire, c'est de la fantaisie, donc de toute façon c'est pas une époque de notre temps, enfin de notre réalité à nous, même si l'auteur s'est inspiré de différentes époques et périodes, enfin voilà, et différentes cultures existantes bien évidemment, mais on est vraiment sur un compteur. Donc en fait, il faut accrocher, c'est ce que je disais dans ma vidéo bilan, il faut accrocher à la façon dont est tournée l'histoire. Parce que du coup, c'est pas c'est une histoire qui est racontée, en fait. Vous voyez, c'est vraiment raconté. Donc si vous accrochez pas à ça, sur le côté conteur qui en plus parle en fait assez. En fait, il y a des moments où le conteur va dire oh, allez-y, remettez-moi un peu de bière parce que j'ai la gorge sèche et tout. Moi, ça m'a absolument pas dérangé. Au contraire, j'ai bien aimé ce format-là, du coup. Le format vraiment où le conteur, il est là en disant bon, allez, hop, fais tourner la bibine parce qu'à un moment donné, si tu veux que je raconte l'histoire, voilà, moi je parle, je parle, je parle. Et. Et du coup qui fait que même parfois, alors c'est plus ou moins fait d'un point de vue chronologique, il raconte quand même l'histoire d'un point de vue chronologique, mais des fois il digresse, des fois il raconte ce qui s'est passé ailleurs avec un autre personnage, parce qu'il il dit, je sais, vous, ce que vous voulez, c'est l'histoire du chien du forgeron, mais croyez-moi, si je vous raconte ce truc-là, ce sera intéressant pour la suite, justement, de l'histoire du chien du forgeron. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, il va raconter l'histoire d'un homme qui est pas si cool que ça, alors qu'il est adulé par tout le monde, parce que, parce que la plupart des conteurs ont contribué à faire de cet homme une légende, et une légende en mode waouh, avec des étoiles dans les yeux et tout. Et lui, il est là en mode ouais, mais moi, en fait, je l'ai connu. Comment dire, j'ai voyagé, je suis allée là où il est allé, et finalement, croyez-moi que bon, faites-vous votre propre avis, vous n'êtes pas obligé de me croire parce que vous ne pouvez pas être assuré que ce que je raconte est la vérité, c'est ma vérité, mais voici pour moi la vérité sur l'histoire de cet homme-là. Et c'est le chien du forgeron, en fait, en réalité, c'est pas un héros. On vous raconte son histoire, mais clairement, vous avez juste envie de le zigouiller, le gars. Voilà. Voilà. Donc c'est pas. Du coup, je pense que ça aussi, ça peut peut-être déranger certaines personnes, parce que c'est compliqué d'avoir envie de lire l'histoire d'un homme qui en fait est un pire connard, quoi. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y en a que ça peut bloquer. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le format, et comment dire, le choix de l'auteur, en fait, de raconter cette histoire via ce conteur, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Après, au-delà de ça, l'histoire en elle-même, bah, c'est une histoire assez, pas classique, mais c'est l'histoire, oui, une histoire de fantaisie, avec quelques faits, un petit peu d'action. Euh, il va vraiment raconter les points culminants de la vie de ce personnage, donc de son plus jeune âge jusqu'au moment de sa mort. Euh, et voilà, donc du coup, ça peut paraître un peu décousu, parce que finalement, il y a des moments où il parle pas, enfin, il y a pendant des années où il fait une impasse, parce qu'il ne s'est rien passé de- d'extraordinaire. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup aimé, et vraiment, j'ai bien aimé ce style-là. Mais je pense vraiment que si vous adhérez pas au fait que c'est raconté par un conteur, enfin voilà, vous aimerez pas le bouquin à mon avis. Si par contre ça peut vous plaire, et ben franchement, allez-y, parce que l'auteur est en tout cas très très bon, et m'a surtout donné envie de relire des romans à lui, puisque je ne l'avais jamais lu non plus. Donc voilà, donc c'était une excellente lecture que je ne peux que vous conseiller. Je suis très déçue qu'il ne soit pas dans les 25 sélectionnés, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et n'oubliez pas, si vous êtes juré du PLIB, ou même pas juré,
que c'est pas... Ne vous cantonnez pas que aux 25 sélectionnés, n'hésitez pas à aller lire ceux qui vous faisaient envie et qui étaient dans les 80 et qui ne sont pas allés plus loin, parce qu'il y a aussi de très belles pépites, voilà. Bon, je vais m'en arrêter là, parce que j'ai déjà 35 minutes de vidéo, et je pense que je vais pas en enlever beaucoup, donc voilà, ça vous fera une bonne vidéo point lecture pour reprendre ces vidéos-là. De toute façon, les vidéos point lecture, ce sera toujours 5-6 romans maxi à vous présenter. Je vous prétends pas qu'il y en aura une tous les mois, parce que j'aimerais bien, ça voudrait dire que je lis 5 romans par mois, mais je ne vais rien promettre à ce niveau-là. Vous me direz un petit peu ce que vous avez lu ces derniers temps, ce qui vous a plu, pas plu, si vous avez lu ces ouvrages-là, etc., etc. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.